Alors peut-être quelques mots effectivement sur la trajectoire qu'a évoquée Florian. Il y a deux sources de mes recherches. Quand j'étais polytechnique, j'ai eu la chance d'avoir Laurent Schwartz comme professeur de mathématiques et ça m'a absolument donné et j'ai fait partie du petit groupe qui a décidé Le son n'est pas très bon. essentiellement singularité qui est renotée en géométrie et puis en géométrie à côté. Jean, je m'excuse, il y a un problème de son. Je ne sais pas pourquoi. C'est ton micro, peut-être? Est-ce qu'il a un micro? Je ne sais pas. Ou c'est peut-être pas ton micro. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Bon, c'est-à-dire. Reprends, voilà. Ça se manifeste comment? Il y a des trous de. Il y a des trous. Il y a des trous. On a parlé de la collaboration avec Hironaka, puis ensuite ça s'est complètement interrompu. Reprends. Je ne sais pas pourquoi. Essaye de reprendre. Tu veux que j'éteigne? Je ne sais pas. Éteins peut-être le micro et remets-le, je ne sais pas. Je suis désolée, là, vraiment, j'ai aucune idée. Aïe, aïe, aïe. C'est pas où. Ça va mieux? Dis-nous. Je ne sais pas. Là, ça. Bon. Vas-y. Peut-être à toi de fermer ton micro, non? Alors, je demande aux gens de fermer leur micro, peut-être, mais je ne sais pas si ça a un rapport avec ça. Mais je demande, moi, je vais fermer le mien, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fermé le leur. Ce serait bien que les gens ferment leur micro. Peut-être c'est mieux comme ça. S'il vous plaît, vous fermez votre micro, mais bon, moi, je vais fermer le mien. Vas-y, essaye de parler, et puis j'espère que ça va aller. Et moi, je vais faire. Hein. Voilà, le micro est branché et je n'ai pas de contrôle sur la façon dont il fonctionne. Je comprends. Alors vas-y, je crois que ça va là. Donc, est-ce que ça va là? Est-ce que je peux continuer? Oui, continue. Pierre. Continue. Rebranche le tien et dis-moi si je peux continuer. Oui, je pense que ça. Oui. En ce moment, ça va. Florian va aussi. Oui, on t'entend. Ça va? Ça va. Oui, on vous entend là. Bon, donc, je disais que j'ai commencé du côté de la théorie des singularités, et à côté de ça, je m'intéressais beaucoup au structuralisme. Et donc, quand j'ai pris connaissance des premiers travaux de René Thom sur l'application de la théorie des singularités au structuralisme en biologie et au structuralisme en linguistique, j'ai commencé à en discuter avec lui et j'ai décidé de consacrer une grande partie de mes recherches à ça. Donc, j'ai pris les recherches de Thom tout à fait au sérieux. Je continue à considérer que ses propositions en biologie, ça, je ne suis pas compétent. Mais en tout cas, dans le domaine de la perception et dans le domaine de la linguistique et dans le domaine du structuralisme en général, sont véritablement passionnantes et géniales. Et donc, je me suis évertué à les contextualiser de deux façons. D'une part, par rapport à l'histoire. Donc, j'ai remonté l'histoire à la fois scientifique et philosophique du problème de la forme, du problème des morphologies, et je me suis rendu compte que c'était un très ancien problème et que depuis très longtemps, des quantités de savants avaient dit que la physique n'arrivait pas à expliquer les formes naturelles et qu'il y avait là vraiment un des problèmes majeurs des sciences de la nature.
des gens comme Goethe, mais pas seulement Goethe. Hein. Il y a énormément de scientifiques, enfin, qui ont insisté sur cette question. Et d'autre part, j'ai essayé de contextualiser ce que faisait Tom par rapport aux travaux contemporains sur la linguistique, le structuralisme, la phénoménologie de la perception, etc. Donc, c'est ça que j'ai travaillé dans ces différents domaines. Ce n'est pas de l'éclectisme, hein, c'est véritablement suivre la possibilité d'une approche scientifique des formes et des structures, à la fois historiquement et dans le contexte scientifique contemporain. Ceci dit, quand j'étais jeune, j'ai aussi été extraordinairement marqué par la philosophie kantienne. Très tôt, j'ai lu le grand livre de Jules Vuillemin sur les premiers principes métaphysiques d'une science de la nature de Kant, hein, donc, qui s'appelle Physique et métaphysique kantienne. Ça a été pour moi un choc. Je me suis plongé dans Kant et j'ai trouvé, et je continue à trouver, que ces premiers principes métaphysiques d'une science de la nature sont le plus grand livre qu'on ait écrit sur la métaphysique de la physique. Et donc, je me suis intéressé d'abord à l'approfondir, essayer de comprendre, hein, parce que c'est quand même des choses extrêmement difficiles philosophiquement, et d'autre part de voir comment on pouvait penser d'une façon analogue certains progrès de la physique. Alors, j'en viens maintenant à mon exposé. Donc, le titre, c'est Schématisme, logique des jugements versus géométrie des phénomènes. Et je ne vais aborder qu'un seul problème. Un seul problème. Ce sera très limité. Et qui est le suivant. Donc, le fil directeur, c'est la notion de schématisme. Et schématisme, dans un sens assez général, je l'entends comme le nom, le titre du problème qui consiste à relier deux pôles. D'un côté, un pôle logico-linguistique, où on a une logique des jugements. Alors, ce n'est pas de la logique forcément très compliquée, hein. Ça peut être de la logique aristotélicienne, de la prédication tout à fait banale, c'est-à-dire comment on parle d'objets, d'entités qui ont des propriétés, enfin, un pôle logico-linguistique, et de l'autre côté, un pôle où on a des formats d'objets, des structures d'objets, par exemple des objets physiques comme le mouvement en mécanique, des objets perceptifs comme dans la perception visuelle, et tout ça, ce n'est pas des jugements. Ce sont des structures d'objets, en général mathématisées avec des mathématiques spécifiques, et comment peut-on articuler un pôle logico-linguistique avec un pôle de modèles mathématiques, quel qu'il soit. Relier une logique à une structure objectale et à des modèles d'objets, à ce que Husserl appelait une ontologie régionale. Et pour moi, toute tentative de cet ordre est un problème transcendantal parce que on ne se réduit pas à la logique formelle, on veut connecter ensemble une logique et des modèles d'objets. Et donc, il faut une logique spécifique, et ça, c'est exactement ce que Kant appelait la logique transcendantale. La logique transcendantale, c'est la façon dont une logique formelle est contrainte par des structures d'objets. Alors, j'ai regardé ça, comme je l'ai dit, du côté de la physique mathématique, du côté d'une phénoménologie de la perception, du côté du structuralisme, phonologie linguistique cognitive, sémiotique. Le titre de ma thèse d'état, c'était pour un schématisme de la structure et aussi un peu à l'esthétique. Mais je ne parlerai pas du tout d'esthétique aujourd'hui. Et l'année dernière, j'avais proposé comme titre schématisme morphologique et structuralisme dynamique, et c'était essentiellement consacré à la phonologie et au structuralisme. Et aujourd'hui, excusez-moi, ça c'est disponible sur mon site, hein, donc vous avez l'adresse en rouge, jeanpetiteau.com, c'est mon site, ensuite article PDF, et là, le titre de mon exposé qui aurait dû avoir lieu l'année dernière, c'est petito _ structdin, structuralisme dynamique, .pdf. Alors aujourd'hui, j'aimerais traiter deux exemples, revenir sur deux exemples.
un exemple physique au niveau fondationnel le plus élémentaire. C'est tout à fait trivial. Et d'autre part, celui de la phénoménologie de la perception. Donc j'insiste sur le fait que logique est ici pris au sens le plus élémentaire de prédication, attribuer des propriétés à des entités sans tenir compte de la façon dont les entités sont constituées en objet d'une science particulière. Alors la physique concernera l'exemple de ce que Kant appelait la phoronomie, c'est-à-dire de la cinématique, dans les premiers principes métaphysiques d'une science de la nature, qui est un ouvrage de 1786, comme je l'ai dit, Villemin a écrit Physique et métaphysique kantienne en 1955, et il y a eu pas mal de choses là-dessus, jusqu'à un livre d'une importance considérable. Allô? Oui, ça va? Ça va? J'entends des bruits dans le... Oui, Bon. non, ça va. Il faut juste demander à Frédéric Barbier de bien vouloir couper son micro, s'il vous plaît, parce que c'est des bruits de fond. Et j'aimerais signaler le chef-d'œuvre, enfin, de Michael Friedman de Stanford, qui s'appelle Kant's Construction of Nature, paru en 2013, et qui est, je pense, le plus important livre actuel sur le lien entre Kant et la physique newtonienne, la mécanique newtonienne. Alors, un tout petit rappel, je vais pas du tout faire de la pédagogie kantienne, hein, mais un tout petit rappel simplement sur la notion de logique. Chez Kant, il y a une logique générale pure qui est essentiellement analytique et formelle et qui est une logique qui concerne simplement, comme il le dit, la forme de la pensée et fait abstraction de la spécificité des domaines de connaissance. C'est une logique universelle qui est, comme il dit, un canon de l'entendement, c'est-à-dire qui explique comment on doit raisonner, et ce n'est pas du tout un organon, c'est-à-dire ça ne dit rien de particulier sur des domaines d'objets particuliers. C'est, comme il dit, une simple logique de la vérité, des conditions de vérité des jugements. Alors, ensuite, il y a ce qu'il appelle la logique générale, qui n'est plus pure, mais qui est appliquée, et ça, c'est cette logique générale pensée en termes psychologiques. Alors, on reste du côté de la connaissance générale. Il n'y a rien qui concerne des objets particuliers, comme le mouvement dans la mécanique newtonienne. Et puis après, il y a la notion de logique contrainte par les structures synthétiques a priori d'un domaine d'objet, ce que Husserl appelle une ontologie régionale. Et ça, c'est une logique transcendantale. Et seulement une logique de ce type peut être un organon, comme il dit, pour la science considérée. Alors, les premiers principes métaphysiques d'une science de la nature traitent de l'exemple de la mécanique newtonienne. On va appliquer la systématique et l'architectonique transcendantale à la mécanique newtonienne, qui était la grande science de l'époque. L'objet régional, vraiment défini comme tel pratiquement par Kant, c'est le mouvement, Bewegung. On doit faire la théorie physico-mathématique de mouvement d'objets, de corps matériels dans l'espace. Alors, les catégories en tant que telles, les catégories de causalité, les catégories de permanence, les catégories etc., sont inapplicables à un objet régional. Elles ne donnent pas de signification particulière. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement un schématisme qui permette de les transformer en méthode de construction d'objets et de les relier à une construction d'objets. Pour donner tout de suite un exemple, la catégorie de la substance, au niveau général, c'est simplement la permanence dans le temps. Une fois schématisé de façon tout à fait générale, c'est la permanence dans le temps. Appliqué à la mécanique, ça devient des principes de conservation. Et ces principes de conservation sont vraiment des principes physiques. Ça n'a plus rien à voir avec une simple permanence temporelle. Alors, le schématisme est totalement évident pour les concepts empiriques, bien que cela pointe vers un énorme problème neurocognitif qui a été très, très, très étudié. C'est la possibilité de transformer un concept, prenez le concept de chat ou n'importe quel concept empirique, en des méthodes de construction d'images, différents objets appartenant à ce concept. Je pense que vous voyez très bien qu'entre le concept et puis l'infinité
d'images que vous pouvez associer à ce concept, il y a un lien, mais quel est le lien? Comme disait Kant, c'est une grande énigme cachée dans les profondeurs de l'âme, et les neurosciences arrivent à suffisamment pénétrer maintenant dans la profondeur de l'âme pour en dire quelque chose. Alors, du côté de la physique, on n'est pas du tout dans des schèmes de ce genre, de concepts de ce genre, mais on est dans des schèmes transcendantales, et le schème dont je vais parler, comme dit, comme dit Kant très régulièrement, c'est celui de la quantité. Et le schème de la transcendantale de la quantité, c'est le nombre. Donc, pour une ontologie régionale particulière, ça concerne tout ce qui permet de calculer numériquement sur les phénomènes du domaine considéré avec des algèbres de nombres. On a des domaines empiriques, une classe de domaines empiriques, par exemple des mouvements, et ce qui concerne le schème transcendantal de la quantité, c'est ce qui a à voir avec la possibilité de faire dessus des calculs numériques, introduire des algèbres sous-tendant ce calcul, etc. Alors, c'est évidemment ce que fait la physique mathématique, mais ça ne va pas de soi du tout sur le plan fondationnel. Et j'aimerais expliquer pourquoi Kant a dû introduire un nouveau type de jugement à cause de la relativité galiléenne. Ce qui m'avait frappé dans le livre de Jules Villemin, c'est qu'il essayait d'expliquer que la philosophie kantienne du schématisme transcendantal, c'était essentiellement une métaphysique de la relativité galiléenne. Et que Kant avait renversé la métaphysique classique en donnant raison à la physique, en disant la physique est plus forte que la métaphysique. La relativité galiléenne pose des quantités de problèmes, on va le voir, à la métaphysique classique. Donc, il faut réformer la métaphysique. Il ne faut pas critiquer la physique, il faut réformer la métaphysique. Et la critique, c'est justement cette réécriture de la métaphysique à partir de la physique. Alors, ce que je vais raconter, c'est totalement trivial, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout, du tout, du tout. Il faut bien voir que la relativité galiléenne, à l'époque où écrit Kant, reste quelque chose d'extrêmement problématique philosophiquement. C'est en fait la première mise en crise de la logique élémentaire des jugements par un problème fondationnel venant de la physique. Alors, ce que je vais dire, vous le trouvez détaillé dans cet article, donc c'est toujours le même début là, de l'URL, et le nom de l'article, c'est _foronomie.pdf. Vous trouvez ça sur mon site. Alors, j'ai repris quelques slides en anglais. Donc, la foronomie est la première étape de la mathématisation de la phénoménalité du mouvement. Et la phénoménalité du mouvement, ce qui fait que le mouvement est un phénomène avant d'être un objet, la phénoménalité du mouvement, c'est essentiellement la transformation des repères. Et la foronomie, donc la cinématique, concerne le mouvement de la matière relatif à des repères inertiaux, des relative realms, un espace relatif comme dit Kant. Et ces mouvements inertiaux sont gouvernés par la relativité galiléenne. Alors, il n'y a pas la notion de groupe de Galilée, évidemment chez Kant, mais la relativité galiléenne, depuis Newton, était parfaitement maîtrisée. Alors là, j'ai fait un petit tableau pour expliquer comment la colonne de droite, qui sont les catégories générales qu'on trouve dans la critique de la raison pure, s'applique, colonne de gauche, à la mécanique newtonienne. Alors, la foronomie, ça concerne, alors je m'excuse pour ceux qui n'ont pas de formation kantienne, mais c'est pas bien grave, c'est les catégories de la quantité, les grandeurs extensives et ce que Kant appelle les axiomes de l'intuition. Du côté de la cinématique, ça correspond au fait qu'il y a ce qu'on appelle une background structure, qui est l'espace et le temps. Que les états
des corps matériels sont définis par leur position et leur vitesse, qu'on a des possibilités de mesurer avec la métrique euclidienne, qu'on peut mesurer des distances dans l'espace, qu'on a une structure algébrique, je vais y revenir, qui permet de composer entre elles des vitesses, et ça ne va pas du tout de soi, et la relativité galiléenne et les repères inertiaux. Ensuite, le second étage de la mécanique newtonienne correspond à la dynamique, et la dynamique correspond aux catégories de la qualité, aux grandeurs intensives et aux anticipations de la perception, dans la critique de la raison pure, mais le contenu physique, c'est qu'il doit y avoir des forces primitives internes à la matière, et ces forces doivent être à la fois attractives et répulsives. Elles doivent être attractives pour qu'on puisse expliquer comment il peut y avoir des corps matériels solides, mais ça ne peut pas être purement attractif parce que sinon il y aurait un collapse. Et donc il faut qu'à l'intérieur des corps, il y ait aussi des forces répulsives qui empêchent ce collapse. Ces forces, on ne peut rien en dire à l'époque de Kant, mais on est obligé de les supposer. Et Kant dit alors que ce qui caractérise la mécanique, c'est que toute cette structure interne, toute cette physique interne de la matière, on n'en tient pas compte et on réduit la matière à la masse. Donc on introduit la masse comme un scalaire, enfin caractéristique de l'objet, et la physique interne de l'objet est réduite à cette masse. Ensuite, la mécanique correspond aux catégories de la relation et aux analogies de l'expérience, à la permanence de la substance, à la causalité et à la coexistence. Et du côté des contenus physiques, ça devient essentiellement les lois de conservation, les principes d'invariance, la loi de Newton et la loi de l'action et de la réaction. Donc vous voyez que ces catégories générales se mettent à acquérir des contenus physiques tout à fait sérieux. Et puis après, il y a la phénoménologie sur laquelle je vais revenir, correspondant aux catégories de la modalité et au postulat de la pensée empirique en général. Et c'est là que la théorie des jugements va rentrer en crise à cause de la relativité galiléenne. Donc le problème fondamental de la phoronomie, c'est qu'il faut que les mouvements inertiaux, comme objets mathématiques, comme grandeur mathématique, puissent être, comme dit Kant, mathématiquement construites. Il faut pouvoir composer des vitesses. Et Kant estime qu'on se heurte à un paradoxe. Les axiomes de l'intuition disent de façon générale qu'une grandeur doit être une composition de l'homogène. Alors l'homogène, ça veut dire que vous avez des éléments de même type et vous devez avoir une loi de composition, par exemple l'addition pour les nombres, vous devez avoir une loi de composition sur ces entités. Il doit y avoir des opérations mathématiques, une algèbre sur ces entités. Et ici, les entités, c'est les mouvements inertiaux et les vitesses des mouvements inertiaux. Et il faut pouvoir additionner les vitesses de corps avec la relativité galiléenne, disant qu'on peut changer de repères inertiaux sans changer les contenus physiques. Donc la relativité implique que la composition algébrique de vitesse ne peut pas être définie simplement parce que les vitesses, à cause de la relativité galiléenne, n'ont pas de contenu physique. Les vitesses ne peuvent pas être pensées comme des propriétés des corps en mouvement. Et c'est ça le problème philosophique qu'essaye de traiter Kant. À cause de la relativité, les vitesses ne peuvent pas être attachées à des points, à des corps matériels. Donc on ne peut pas faire ce qu'on fait pour les accélérations, qui elles sont des invariants pour le groupe de Galilée. On ne peut pas faire une somme vectorielle en disant on attache les deux vitesses à un point et on fait la somme. Parce que les vitesses ne sont pas attachables
à des corps matériels. La règle du parallélogramme était parfaitement connue depuis très longtemps, mais Kant pointe le fait qu'on ne peut pas l'appliquer comme ça, naïvement. Alors, une de ces propositions, là vous avez la traduction en anglais, la composition de deux mouvements en un et seul point ne peut être pensée que l'un d'eux soit représenté dans l'espace absolu, et alors que l'autre est représenté dans un espace relatif avec la même vitesse, occupant la direction opposée. Alors, je vais essayer d'expliquer cette expression, cette formulation un peu absconse. Le problème que rencontre Kant est que V, la vitesse d'un corps, est toujours une vitesse d'un corps K par rapport à un repère F. Et la composition, l'addition des vitesses, doit respecter la composition des repères. Or, on ne peut pas composer des KF, c'est-à-dire vitesse par rapport à un repère, de façon naïve. Il y a une obstruction. D'où ce que Kant appelle son axiome de l'addition des vitesses, dont il était extrêmement fier, et qui est le suivant. Si K est un corps avec un mouvement uniforme de vitesse V, pour lui ajouter une vitesse W, il faut regarder le repère inertial dans lequel le corps K a la vitesse V, prendre le repère inertial F1 avec la vitesse moins V par rapport à F0 et prendre la vitesse du corps dans le second repère. Autrement dit, il faut agir sur les repères et pas sur les corps. Additionner des vitesses pour un corps exige de passer par la composition de repères. Et pour Kant, c'était quelque chose de très important parce que les repères, comme il le dit, ne sont pas du côté de l'objet, mais sont du côté de l'observateur, du Zuschauer. C'est-à-dire, en fait, c'est du côté subjectif que ça se situe et pas du côté objectif. On a déjà là en germe cette idée qui va devenir totalement banale, que l'objectivité, c'est l'invariance par rapport à un groupe de relativité. Et que le groupe de relativité exprime justement ce qui reste indéterminé à cause de l'observateur, à cause des repères. Alors c'est devenu d'une banalité totale en physique, mais à l'époque, c'était un vrai problème philosophique. Je saute ça, c'est pas très intéressant. Et donc après, Kant explique comment, si on s'y prend bien, on peut trouver une algèbre des vitesses, et il explique qu'en fait, c'est un espace vectoriel. Hein. Il explique bien que si les vitesses sont portées par la même droite et vont dans la même direction, eh bien l'addition des vitesses sera nombrée, enfin que l'algèbre des nombres qui sera utilisée, c'est les nombres réels positifs avec leur addition. Si les vitesses sont sur une même droite, mais avec des directions éventuellement opposées, c'est R. Et si ce sont des vitesses quelconques, on a la règle du parallélogramme et on a une addition vectorielle. Donc, en fait, je crois que tous ces passages qui ont été beaucoup commentés et qui sont assez abscons, pas obscurs, mais enfin assez abscons, se ramènent à la chose suivante. Du côté des repères, on a une composition qui est une composition de transformation. Hein. Et c'est ce que j'ai noté ici par un astérisque. Et on a que le mouvement du repère F2 par rapport au repère F0 peut être composé avec une autre transformation de repère, F0, F1, à condition que ce soit le même F0
Et ça donne à ce moment-là la transformation de F2 par rapport à F1. Et évidemment, F0 par rapport à F1 composé avec F1 par rapport à F0, ça donne l'identité. Donc en fait, on a des flèches, je ne veux pas parler de catégories, mais enfin, on a des compositions de transformation. Du côté des vecteurs vitesse, on a une addition. Hein. Et ce que Kant explique, c'est un peu la formule que j'ai mis en bas, hein, que l'addition de V de F2 par rapport à F0 plus V de F0 par rapport à F1 doit être la même que la vitesse de F2 par rapport à F0 composée en tant que transformation avec F0 par rapport à F1. Et Kant prend beaucoup de place et de pages pour expliquer ça. Alors, je laisse tomber le fait que, en fait, il travaille plutôt dans les espaces tangents, ce qui complique encore les choses. Et j'en viens au jugement. Donc, quel est le problème que rencontre Kant dans la phoronomie? Il l'explique dans la façon dont il applique la phénoménologie, qui développe les catégories de la modalité. Comment une logique de jugement est, je répète, hein, c'est peut-être compatible avec un format d'objet, une structure d'objet, où on a une background structure avec un groupe de relativité. À cause de la relativité, le jugement, le corps K à la vitesse V indice K, c'est un jugement où on attribue une propriété à un objet, n'a pas de contenu physique. Et on ne peut donc pas lui attribuer une valeur de vérité. Donc, citation de Kant, dans la phoronomie, après avec la mécanique, ce sera totalement différent, parce qu'on a des forces qui, elles, sont invariantes. Dans la phoronomie, il est complètement indéterminé et arbitraire de combien de vitesses, à supposer qu'il y en ait, j'ai envie d'attribuer soit à l'un, c'est-à-dire le corps, soit à l'autre, c'est-à-dire au repère. On a le corps et le repère, et la vitesse, on peut la distribuer comme on veut. Et donc, il n'y a pas de valeur de vérité au sens classique, au sens naïf. Or, la logique concerne les relations de la connaissance aux objets, et comme dit Kant, elle relève de ce qu'on appelle les jugements disjonctifs, qui ont des valeurs de vérité. Alors, les jugements disjonctifs, c'est tout simplement la loi du tiers exclu, que Kant définit comme ça, de deux prédicats opposés objectivement, l'un est pris à l'exclusion de l'autre pour déterminer l'objet. On ne peut pas avoir les deux en même temps. C'est la loi du tiers exclu. C'est les jugements disjonctifs. Tous les jugements d'objets doivent être disjonctifs. Les jugements sur les vitesses ne sont pas de cette nature. Et donc, Kant a introduit un nouveau type de jugement qu'il appelle des jugements alternatifs, adaptés au problème de la relativité, si deux jugements objectivement équivalents, c'est-à-dire qui disent la même chose physiquement, mais néanmoins subjectivement opposés l'un à l'autre, l'un est pris pour la détermination de l'objet sans exclure son opposé, et c'est une question de choix. On a le choix. Je laisse tomber la seconde citation. Donc, ce que Kant met en avant, c'est que la vitesse n'est pas un prédicat, n'est pas une propriété. Que mesurer quelque chose ne veut pas dire que c'est une propriété de l'objet. La vitesse n'a pas de contenu physique. La seule chose qui a un contenu physique, c'est le couple objet-repère. Et il n'y a que objet-repère avec une vitesse relative de l'objet par rapport au repère, et donc quelque chose de objectif-subjectif qui a en fait un véritable statut d'objectivité. Donc,
le problème qu'il rencontre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un problème de définition de valeur de vérité. Avoir une valeur pour une mesure ne veut pas dire que l'objet que l'on mesure a une propriété. En fait, Kant découvre que ces jugements-là, ces jugements cinématiques, sont ce qu'on appelle maintenant des jugements contextuels, relatifs à un observateur. Seul cas, le repère, le corps et la vitesse relative à un contenu physique. Alors, j'insiste sur le fait que c'est totalement trivial aujourd'hui, mais que pour l'époque, c'était pas du tout trivial et que ça fait partie d'une classe de problèmes qui a été rencontrée de façon récurrente et qui à chaque fois a été considérée comme hautement non triviale. On a des jugements alternatifs sans éléments de réalité physique. Donc le réalisme ontologique est totalement exclu à ce niveau-là. Mais il ne faut pas croire que ce problème est simplement un problème superficiel. Parce que si vous regardez la physique après Kant, par exemple l'électromagnétisme, et si vous regardez le fait qu'une particule chargée a un mouvement qui est régi par la force F égale Q, Q est la charge, avec E le champ électrique, B le champ magnétique, et on a Q produit par E plus V produit extérieur B, et bien F est invariant pour le groupe de Galilée et V ne l'est pas. Donc il y a quand même un énorme problème pour cette formule, et c'est à cause de cette espèce de contradiction entre invariance et non-invariance que les physiciens, à l'époque, ont introduit l'éther. Parce qu'à ce moment-là, si on remplace l'espace vide qui est celui du groupe de Galilée, si on remplace cet espace vide par une sorte de substrat physique universel et paradoxal comme l'éther, du coup, l'éther devient un espace absolu, et par rapport à cet espace absolu, il peut y avoir une vitesse absolue, donc V devient absolu, et la question est réglée. Mais vous savez bien que la théorie de l'éther, ça n'a pas très très bien marché. Et qu'il y a tout ce long processus qui fait que Einstein, à un certain moment, déphysicalise l'éther, revient à une cinématique pure, mais change le groupe de relativité. Donc, il y a quand même des problèmes très sérieux. Et pour conclure cette partie, j'aimerais dire que, pour des raisons beaucoup plus profondes, évidemment, la philosophie de la mécanique quantique a rencontré exactement un problème du même ordre, c'est-à-dire a rencontré une obstruction pour assigner des valeurs de vérité à des jugements. Mais là, ça vient de l'essence de la mécanique quantique, c'est-à-dire la non-commutativité de l'algèbre des observables, et donc c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus profond que ce qui se passe dans la cinématique newtonienne. Mais un des problèmes clés de la philosophie de la mécanique quantique qui s'exprime dans le théorème de Korn-Strecker, par exemple, c'est qu'il est impossible d'assigner des valeurs définies à des observables A avec les deux hypothèses suivantes. Mesurer une mesure de A donne une valeur V de A, signifie que l'objet considéré a une valeur V de A et a une propriété intrinsèque qui donne cette valeur de façon non contextuelle, que ça c'est impossible de rendre ça cohérent avec le principe de fonctionnalité qui dit que la valeur, si f est une fonction, et si a et b sont deux observables, la valeur de f de ab, c'est la fonction f de v de a, v de b.
Alors c'est très facile à montrer, c'est ce qu'on appelle des no-go theorems, et qui montre qu'il y a un gap entre la mesure de l'observable A donne le résultat R quand le système est dans l'état ρ, et d'autre part, quand le système est dans l'état ρ, la quantité A possède la valeur R. Que mesurer un résultat de mesure, ce n'est pas avoir une propriété. Voilà, donc j'ai terminé ma première partie et je vais complètement changer de domaine, mais retrouver une problématique du même ordre. Alors c'est du côté de la phénoménologie de la perception. Les jugements, ça devient des jugements perceptifs. On a une logique générale et des jugements perceptifs. Et quel peut être le lien entre les deux? Et là, je vais surtout commenter le grand texte de Husserl, Erfahrung, Urteil, expérience et jugement. Alors, j'y vais. Alors, d'abord, qu'est-ce que j'entends ici par jugement perceptif? C'est quelque chose de très simple, de très primaire, de très élémentaire. C'est ce que Husserl décrit dans la troisième recherche logique, entre autres. Qu'est-ce que c'est qu'une image visuelle bidimensionnelle? C'est essentiellement une extension spatiale remplie par des qualités sensibles. Donc, vous voyez, on change complètement de domaine, c'est plus le mouvement de corps matériel dans l'espace, c'est dans votre champ visuel, s'il y a une image, c'est une extension spatiale, celle du champ visuel, et remplie par des qualités, et vous avez, on commence à connaître toute la, toutes les architectures fonctionnelles neuronales qui permettent au cerveau de construire des images à partir de ça. Alors, il y a deux concepts gestaltistes très primitifs qui avaient été introduits par Stumpf et que Husserl reprend. C'est le concept de fusion, de merging, et le concept de séparation, de segmentation. Le premier, c'est la Verschmelzung, et le second, c'est la Sunderung. Et c'est les deux concepts fondamentaux liés à celle de recouvrement d'une extension spatiale par des qualités sensibles. La façon, alors recouvrement c'est Hubert Dekung, et le remplissement d'une extension spatiale par des qualités sensibles, c'est l'Erfüllung, c'est le Finigin. Et donc, comme dit Husserl, quand on voit quelque chose, on voit des objets, enfin, dans une image, parce qu'il y a une différence entre les contenus séparés intuitivement, qui créent des plages relativement fusionnées, donc séparer des contenus fusionnés avec les contenus voisins, et d'autre part, les contenus séparés intuitivement des contenus voisins. Là, je donne une citation de Choses et Espace. La couleur recouvre l'étendue, Hubert Dekung. Elle s'ordonne dans l'étendue, ce qui veut dire que l'étendue est première par rapport aux qualités sensibles. Elle est basique. À chaque fragment de l'étendue correspond un fragment de la coloration, et à chaque fragment du fragment, à nouveau. Donc, vous avez l'idée qu'on peut restreindre les remplissements en restreignant les extensions spatiales. En restreignant les extensions spatiales, on restreint donc les remplissements. Et c'est l'extension spatiale qui donne son format aux qualités sensibles. Et dans des passages que je ne commente pas, il y a même une très jolie explication de Husserl qu'en faisant tendre l'extension spatiale vers un point, on peut arriver à la notion d'un point qui aurait une couleur, même si le point n'a pas d'extension. Une sorte de limite de remplissement lorsqu'on fait tendre l'extension spatiale des domaines vers un point. Je pense que beaucoup de géomètres vont reconnaître un sorte des concepts, là, des concepts géométriques. Donc, il insiste, Husserl, sur le fait que pour que des objets apparaissent, pour qu'il y ait un apparaître, il faut des lignes de discontinuité, je cite, sans discontinuité qualitative, nulle image ne se démarque, rien d'autre que la discontinuité qualitative donne à l'image une existence séparée. Donc, il n'y a d'image que s'il y a cette dialectique entre fusionnement et séparation. Alors, c'est exactement
la définition que donne Thom d'une morphologie. C'est vraiment les premiers mots des travaux de Thom sur les morphologies. Il dit, j'appelle morphologie le fait que l'extension d'un substrat présente des qualités, et il y a les points réguliers et les points singuliers. Les points réguliers sont les points au voisinage desquels toutes les qualités du substrat sont continues, et les points singuliers sont ceux où au moins une des qualités du substrat présente une discontinuité qualitative. Alors, ceci dit, Thom va chercher à engendrer ces morphologies, va essayer d'expliquer comment c'est la physique interne des substrats qui peut engendrer ces morphologies phénoménales. Bon. Et alors on sait qu'il introduit des dynamiques internes, des instabilités de dynamique interne, des déploiements universels d'instabilité interne dans les extensions spatiales des substrats, et qu'il trouve des modèles de morphologie qui ressemblent énormément à ceux que Turing avait introduits au début des années 50. Alors, cette segmentation, c'est aussi un problème de modèle. Cette segmentation, c'est une donnée phénoménologique première, et en même temps, on peut la creuser considérablement. On peut aller voir du côté des neurosciences de la perception à quoi ça correspond, et c'est parfaitement confirmé. On connaît énormément de choses sur les neurones qui sont là pour détecter des discontinuités qualitatives localement et puis intégrer les discontinuités qualitatives en contour d'objets, etc. J'ai énormément travaillé là-dessus et il y a beaucoup de modèles. Mais on peut aussi regarder du côté du traitement d'images. Hein. Il est absolument nécessaire de faire des segmentations d'images. Et le modèle le plus connu est celui dit de Mumford-Shah, qui a été introduit par David Mumford. Vous avez l'équation ici, et il est entièrement fondé sur cette dialectique entre un merging local et des discontinuités qualitatives. Vous avez une image I, alors une véritable image, si vous regardez les pixels d'une photo, c'est extrêmement chahuté, c'est terriblement irrégulier. Alors là, vous introduisez une sorte d'énergie fonctionnelle qui dépend d'une segmentation. Alors la segmentation, c'est quoi? C'est une fonction qui, elle, sera bien régulière et un ensemble de discontinuités qualitatives. Et votre énergie est composée de 3 termes. Alors, le premier terme, c'est l'intégrale en dehors des discontinuités qualitatives, c'est-à-dire là où il faut que l'approximation soit continue, de la norme du gradient de U au carré. Alors, vous voyez que pour minimiser, le mieux que vous puissiez faire, c'est arriver à 0. Et ça veut dire que le gradient de U est nul et que donc U est constant. Que donc, vous approximez un peu comme les fonctions en escalier. Hein. Vous approximez par des zones constantes, pas seulement bien continues, mais constantes. En même temps, vous voulez une bonne approximation. Alors ça, c'est le deuxième terme qui dit que l'intégrale de U moins I au carré doit être aussi petite que possible. Alors, le mieux que vous puissiez faire, c'est que U égale I. Hein, l'intégrale de 0, et ça vous donne U égale I. Mais ça, c'est pas bien parce que vous n'avez rien. Alors maintenant, c'est comme les fonctions d'escalier. Si vous prenez des marges d'escalier suffisamment petites, vous pouvez approximer aussi bien que vous voulez. Mais là, on veut qu'il n'y ait pas trop de bords. Donc, vous introduisez la longueur des bords, la longueur des discontinuités qualitatives. Et vous essayez de trouver le minimum de cette fonctionnelle. Alors, ça marche bien si vous faites l'hypothèse que U est constante par morceau, hein, mais si vous prenez le problème général, vous avez une conjecture qui est la conjecture de Mumford, enfin sur les points singuliers des segmentations. Un problème variationnel d'une difficulté inouïe, c'est ce qu'on appelle un problème à bord libre, parce que K, l'ensemble des discontinuités qualitatives, n'est pas fixé, vous devez aussi le trouver, et la conjecture de Mumford n'est pas encore démontrée. Des gens comme Guy David, là, qui vient d'obtenir le prix Ampère de l'Académie des sciences, a passé des années à travailler là-dessus, enfin, avec Alexis Bonnet et d'autres. Enfin.
Donc, la donnée primitive, la structure d'objet de base, c'est qu'on a des extensions spatiales remplies par des qualités et qu'on a des opérations de restriction et de recollement sur ces extensions spatiales remplies par des qualités et avec des discontinuités qualitatives. Alors en fait, le bon outil mathématique, c'est la notion de fibration, c'est-à-dire que vous mettez les extensions spatiales en espace de base et vous considérez que les paramètres des qualités sensibles sont des paramètres en fibre. Hein, et à ce moment-là, le remplissement d'une extension spatiale par des qualités sensibles, c'est tout simplement une section de fibration, mais avec des discontinuités, contrairement à ce que l'on considère d'habitude. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme qualité sensible. Donc en fait, vous donnez un statut mathématique à la vieille opposition entre l'espace, l'extension comme qualité première et les qualités comme qualité seconde. Vous mettez les qualités secondes en fibre. Et alors j'aimerais dire deux choses. Premièrement, c'est profondément confirmé par les neurosciences de la perception visuelle. On peut montrer que ces structures de fibration sont vraiment neuralement implémentées et que d'autre part, c'est le formalisme qui a été explicitement utilisé par Thom pour décrire les jugements perceptifs. Et Thom, justement, à propos de ces jugements perceptifs et de sa théorie de la prédication, parlait, c'est dans l'esquisse d'une sémiophysique, du hiatus infranchissable entre le logique et le morphologique. Donc en fait, dès que vous dites je vais prendre comme objet régional les remplissements d'extensions spatiales par des qualités sensibles, donc des images, hein, des objets de ce genre-là, eh bien, relier ça à une logique des jugements, ça ne va pas de soi du tout. Parce que les mathématiques dont vous avez besoin, vous ne voyez pas très bien comment ça se rejoint avec la prédication. Comment vous allez pouvoir mettre ensemble une syntaxe logique de catégories grammaticales avec des modèles géométriques des morphologies. Alors en fait, si vous creusez un peu, les mathématiciens qui m'écoutent risquent d'être un petit peu, choqués, mais je pense que ce qu'il y a derrière, à un niveau formel très général, c'est le concept de faisceau comme concept adapté à toutes les situations où on a un formatage spatial qui se ramène essentiellement à des domaines locaux que l'on peut restreindre et recoller, et d'autre part à des entités qui peuvent remplir ces domaines. Que dès qu'on est dans une situation de ce genre, la notion de faisceau, même si elle peut sembler extrêmement technique, extrêmement moderne, et doit être réservée soit aux mathématiques pures, soit à la physique, je pense qu'elle peut avoir énormément d'applications dans ces champs beaucoup plus qualitatifs. C'est une sorte de théorie mathématique de l'Erfüllung. On associe à un domaine ces remplissements possibles. Alors, il y a chez Husserl, j'ai presque fini, il y a chez Husserl en plus une très profonde problématique de la constitution des objets tridimensionnels. Là, je n'ai parlé que des images bidimensionnelles. C'est ce qu'on appelle la théorie des esquisses perceptives, des Abschattungen. Je n'en parlerai pas du tout ici, c'est tout à fait extraordinaire et là aussi très confirmé par les neurosciences. C'est-à-dire comment on passe d'un flux d'images à un objet tridimensionnel. On a un flux d'images 2D, par exemple un objet qui tourne dans l'espace. Quel est le lien entre ce film d'images bidimensionnelles et un objet tridimensionnel dans un espace tridimensionnel? Le problème direct est très simple. On suppose qu'on a un espace tridimensionnel, on prend une projection et on obtient une image sur la rétine. Mais là, il s'agit du problème inverse. Vous prenez un exemple typique, c'est les contours apparents d'un objet.
Vous prenez l'espace fonctionnel de tous les contours apparents d'un même objet et vous essayez de reconstruire l'objet. Alors, le problème fondationnel, logique, géométrie, pour les jugements perceptifs est évident. Il y a une antériorité évolutionnaire absolument massive du perceptif et du sensorimoteur au niveau animal par rapport au linguistique qui est purement humain, qui est incroyablement tardif. Et on sait que les aires du langage, l'hémisphère gauche, enfin l'aire de Wernicke pour la compréhension des mots, de Broca pour la production de la parole, de Geschwind, ces aires-là résultent de reprogrammation évolutive d'aires qui existent déjà chez les préhominidés, chez beaucoup de singes, enfin. Mais il y a une antériorité évolutionnaire du perceptif et du moteur. Bon. Donc, on ne peut pas, comme font beaucoup de philosophes, dire toute perception, c'est se réduit à des jugements perceptifs. Le jugement vient bien après. Bon. Mais ça, c'est les aires Broca, Wernicke, lien avec l'aire visuelle primaire, le lobe pariétal inférieur, enfin. Donc, le problème de la relation, et je conclue là-dessus, entre logique des jugements et structure d'objet a été très profondément traité par Husserl dans Erfahrung und Urteil. Pour moi, vraiment un livre absolument éblouissant, même si c'est un ouvrage posthume de 1939, qui a été écrit en fait par son assistant Landgrebe. Le sous-titre, c'est Recherche sur la généalogie de la logique. Hein, ça dit tout. Généalogie de la logique. Et selon Husserl, la limite de la logique formelle classique, qui est la logique formelle, générale, analytique dont parlait Kant, c'est qu'elle occulte le problème fondamental de l'évidence dans le concept logique de vérité. L'évidence étant ici l'immédiateté du mode de donation phénoménale, du mode de présentation, ici la présentation perceptive. On a une structure de donation phénoménale, ce que j'ai essayé d'expliquer, l'Erfüllung, etc. On a cette structure-là. Ça, c'est l'évidence. Et la logique formelle occulte le problème fondamental de l'évidence. Cette citation, cette autre citation de Husserl, est très très proche de ce que Kant dit dans un certain nombre de ses textes. L'analytique logique ne s'interroge pas sur la qualité perceptive de ce quelque chose donné dans la perception. Elle n'envisage les substrats qu'en fonction de la forme catégoriale qu'ils prennent dans le jugement. Et Husserl veut comprendre ce que c'est qu'un jugement catégoriel, catégorique, fondé dans la perception. C'est la généalogie de la logique. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement prédicatif fondé dans la perception, à contenu perceptif, alors que la perception est antéprédicative et préjudicative. Elle se situe avant. Et donc, il examine ce qu'il appelle la jeunesse catégorielle des catégories logiques primitives comme sujet et sujet prédicat, c'est-à-dire comment s'opère la conversion en analytique logique d'une unité perceptive, synthétique, préjudicative, antiprédicative. On a là une espèce de changement de format, et c'est ce qui l'intéresse. Et sa réponse est remarquable. Citation, dans le jugement prédicatif le plus simple, le ballon est rouge, le ciel est bleu, qui est l'exemple fétiche de René Thom. Dans le jugement prédicatif le plus simple, une double information est traitée. On a l'information syntaxique catégoriale sujet-prédicat, qui concerne ce qu'on appelle les formes fonctionnelles de la proposition. Ça, c'est le jugement, vu en surface. Et dessous, il y a une autre information concernant les formes noyaux, ce qu'il appelle les formes de noyaux, à savoir que le sujet, c'est en fait le substrat, c'est l'extension spatiale du substrat comme entité indépendante, comme espace de base, et que les prédicats renvoient aux formes noyaux, à la forme noyau, que sont les moments qualitatifs, qui sont des qualités dépendantes dont le format est imposé par le format d'extension spatiale.
hein, que j'avais appelé tout à l'heure dans le point de vue fibration. Et pour Husserl, la prédication est un processus basé sur le recouvrement des formes noyaux comme matériel syntaxique pour les formes fonctionnelles. Donc en fait, il dit, on a cette espèce de phénoménologie, moi je dirais géométrie morphologique, cette géométrie morphologique des remplissements spatiaux par des qualités, et on a une typification logique de cette structure, à la fois de l'espace de base et des qualités qu'on a mis en fibre. On a une typification. Et je conclus en disant, je vais encore sans doute énerver les mathématiciens qui m'écoutent, mais c'est très très proche de ce qu'on a trouvé à partir de Lovir dans la théorie des topos, c'est-à-dire que des géométries de type faisceautique, où on a des domaines spatiaux remplis par des choses, ça peut être des nombres quantiques et pas forcément des qualités sensibles, ont des propriétés comme catégorie d'objets qui permet de leur associer une logique des prédicats, ce que Lovir appelait la logique interne. Et donc je pense que c'est de ce côté-là, qui est quelque chose d'extrêmement technique, de relativement récent, qu'on trouve la première réponse mathématique fondamentale à ce très vieux problème du schématisme comme lien entre une logique des jugements et des structures d'objets qui contraignent. Il faut que les logiques deviennent des logiques internes à une théorie des objets, de l'objet régional considéré. Et quand on regarde les faisceaux comme des types et des types de variables dont les références sont par exemple des sections des fibrations, on est tout à fait de ce côté-là. Je pense que vraiment, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher la version moderne de la possibilité d'interpréter un langage des prédicats dans une catégorie d'objets. Et c'est donc pour moi l'actualité du schématisme transcendantal. Ça permet de contextualiser par rapport à un format et une structure d'objet les valeurs de vérité, par exemple, de localiser par rapport à la qualité première qui est l'extension spatiale, les valeurs de vérité des qualités secondes. Et la théorie de la prédication de Thom, que j'ai étudiée dans un article, au moyen des sections de filtration, est entièrement de ce côté-là, même si Thom ne parle pas de topos. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse vis-à-vis des mathématiciens présents. Eh bien, écoute, Jean, c'est nous qui te remercions, bien évidemment. J'apparais juste 2 minutes pour d'abord te remercier. Toujours regretter qu'il n'y ait pas de problème, il n'y ait plus d'applaudissements, ni de claquements, ni de rien du tout. Et puis, pour ce qui est des suites, ben écoute, voilà, Florian est là, donc je vais lui laisser mener la chose. Peut-être ce serait bien que de laisser simplement les gens poser des questions. Moi, j'en ai évidemment, j'en ai une qui est un peu simple. C'est tout simplement, tu nous as peu raconté ou tu as peu développé le lien entre tes deux parties. Donc peut-être tu pourrais en dire quelque chose et puis après je m'éclipse. Bon, même maintenant je m'éclipse. Oui, c'est deux exemples extrêmement différents de schématisme. Et un qui est du côté de la physique mathématique et l'autre du côté de la phénoménologie de la perception. J'entends bien, mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le lien? Donc, un petit peu quand j'ai dit à la fin que si on a une structure d'objet, il faut arriver à articuler une logique des prédicats, disons pour aller vite, à une structure d'objet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut considérer comme structure d'objet? Ça dépend des disciplines empiriques et des champs d'objets qu'ils considèrent. D'accord. Écoute, juste, je m'éclipse. Il s'agit de passer à des logiques régionales. Oui. Dont Seth disait la logique, c'est la physique de l'objet quelconque. C'est-à-dire ce qui reste quand tu mets complètement entre parenthèses la spécificité des objets.
Donc, c'est exactement la même logique pour parler de particules élémentaires, pour parler d'objets perçus, pour parler de n'importe quoi. Bon. Et je crois que votre séminaire s'interroge sur les liens entre logique et, par exemple, l'image, perception, morphologie, géométrie, et critique la tradition un peu du tout logique. Le tout logique consiste à dire tout est jugement. Si Pierre, si Alors, je me évidemment, dès que tu as des modèles mathématiques, tu n'as plus que des jugements. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est modélisé mathématiquement que le fait que tu puisses réduire la théorie mathématique des modèles à des jugements veut dire que les phénomènes que tu modélises sont réductibles à des jugements. C'est pas du tout pareil. D'accord, je m'en vais. J'ai une remarque très très triviale, c'est que depuis 5 minutes, tu as un problème de micro que je n'ai pas signalé, et je ne sais pas pourquoi. Hein? Et d'autre part, tout aussi trivial, je vois que Fausto utilise le chat et c'est très bien pour poser des questions pour ensuite apparaître. Et maintenant, Ah, mais je n'ai pas regardé, attends. Ah oui, attends. non, c'est juste pourrais-je poser une question, mais c'est commode comme ça. Et puis après, vous apparaissez. Et maintenant, je laisse Florian se débrouiller. J'ai juste un mot, hein, ensuite je donne la parole aux questions, mais pour répondre, mais moi j'ai l'impression, au contraire, il y a une unité profonde entre les deux parties. À chaque fois, c'est vraiment la problématique transcendantale. C'est la problématique transcendantale pour montrer justement ce qui conditionne la possibilité d'appliquer les jugements. Sauf que dans un domaine, c'est le domaine. Dans un cas, c'est l'objet physique, et dans l'autre cas, c'est le jugement en tant que jugement appliqué à la perception. Et ensuite, mais il y a vraiment une unité de méthode qui est assez profonde. Je propose de donner tout de suite la parole Moi, j'ai des questions aussi, mais je propose de donner la parole à Fausto, puisqu'il veut poser une question. Fausto? J'arrive. Bonsoir. Vous m'entendez? D'ailleurs, merci beaucoup pour cette intervention très intéressante et pour les travaux qui la soutiennent. Et en fait, aussi pour l'idée de la régionalisation de la logique ainsi que la régionalisation du schématisme que j'avais lu il y a des années aussi pour le Nuovo Illuminismo, des essais traduits en italien, et aussi pour la suggestion qui a été de la théorie des topos comme schéma fondateur d'une nouvelle logique transcendantale. Tout de même, ou néanmoins, il y a des problèmes qui demeurent parce que les deux exemples que vous avez introduits sont très pertinents par rapport à la modélisation, mais ils ne touchent pas, à mon avis, le centre problématique de l'ouverture d'un espace d'évidence en tant que tel. C'est-à-dire, comme vous avez montré les deux slides, et j'ai fait un exemple textuel avec Kant qui va se retrouver aussi chez Husserl. Vous avez montré par rapport au métaphysique Jean Fassgrund et à la critique de la raison pure qu'il faut y avoir une sorte de background structure, space and time. Ça, c'est donné. Mais en fait, le problème, c'est que cela faisant, expliquant quand même cette background structure soit là de façon non problématique, on saute la dimension profondément et nécessairement, à mon avis, égologique de l'institution de cette background structure, cette structure d'arrière-plan. Ce n'est pas par hasard qu'après l'écriture des métaphysiques en Fassgrund, Kant se voit forcé, ou il est forcé en même temps, parce que c'est 86, de réécrire la déduction transcendantale. Et dans la déduction transcendantale, il y a les moments fondateurs de cette background structure, qui est l'auto-affection. Je me réfère au paragraphe 24 B155, la note sur le mouvement d'un objet, le mouvement d'un sujet, à pied des pages, et qui est reprise dans le paragraphe 26. C'est-à-dire, on est d'accord, je pourrais souligner tout ce que vous avez dit, mais le problème, c'est qu'il y a un passage égologique, aussi bien chez Kant que chez Husserl, c'est-à-dire un problème d'ouverture
de l'espace, éventuellement à l'intérieur desquels on peut décliner ou on peut pluraliser ontologiquement le schématisme, qui n'appartient pas aux structures locales de modélisation et de spatialisation, mais qui relèvent d'un sort d'événement ou d'un sort de dynamique clignotante qui pertient l'auto-affection. Ce que Husserl est la Feldhorizont oder la Feldbewusstseins oder la Horizontsbewusstsein, c'est-à-dire la conscience d'horizon. Et chez Kant, c'est la même chose parce que par l'auto-affection, on obtient ces genres de structures d'arrière-plan que Kant ne nomme plus seulement forme pure de l'intuition, mais intuition formelle. Quelle est dans votre perspective, qu'est-ce qu'il en est dans votre perspective de ces passages égologiques qui vous semblaient, disons, mettre en arrière-plan? Mais non, mais il faut que j'écoute, c'est pour ça. C'est pas enregistré. Mais non, écoute, c'est des C'est en questions. direct. Zut, bah écoute, j'arrête. Alors, je réponds là. Oui, relativement brièvement, mais oui, pourquoi pas. Alors, enfin, oui, bien sûr. Alors, merci, c'est une question très intéressante. Alors, il faut y répondre un peu par niveau. Là, j'ai simplement parlé de la façon dont l'architectonique transcendantale peut s'appliquer à la mécanique newtonienne. Et ce que j'ai dit, c'est que le chapitre phoronomie cinématique des premiers principes métaphysiques a à voir avec une partie de la mécanique newtonienne, qui est justement celle de la cinématique, où on a un espace-temps décomposé en un espace avec une structure euclidienne, un temps universel. Dedans, avec ça, on peut construire des vecteurs, etc., etc. Et d'autre part, on a pas le groupe, mais enfin, on a la relativité galiléenne. D'accord ? La phoronomie parle essentiellement de ce niveau-là. À l'intérieur même des premiers principes métaphysiques, il y a tout le reste. Il y a la dynamique et il y a la mécanique. Alors, la mécanique, c'est Newton. C'est la loi de Newton, l'action-réaction, etc. Sans doute que le passage le plus intéressant, c'est la dynamique. C'est là où Kant dit la mécanique ne suffit pas. La mécanique parle essentiellement du mouvement comme extériorité. C'est les relations d'extériorité entre les corps et la façon dont ces relations d'extériorité spatiale entre les corps évoluent. Et que si on veut une physique, une vraie physique, il faudrait comprendre la structure interne des corps. Et comme je l'ai dit, cette structure interne, dans la mécanique newtonienne, elle n'existe pas. Non. Et il y a des pages absolument éblouissantes, et là je vous renvoie au grand livre de Michael Friedman, sur la façon dont Kant parle des théories de l'époque. Par exemple, faut-il être atomiste? Mais alors, comment penser les relations entre atomes qu'on ne voit pas? Quelle est la nature de ces interactions? Lui, il était plutôt énergétiste. Il était totalement anti-atomiste. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a déjà des sortes de précurseurs de notions de champ, du fait que la gravitation est un champ, qu'il doit y avoir une gravitation interne à la matière, mais qu'il ne faut pas de collapse, donc il faut des forces répulsives à l'intérieur de la matière. Et comme vous savez, dans l'Opus Posthumum, on a des pages absolument inouïes où on spécule sur cette seconde physique qui irait beaucoup plus loin que la mécanique newtonienne. Donc, ça, c'est la première partie de ma réponse. Maintenant, évidemment que tout ce qu'on dit là peut être soumis à des interrogations et des réflexions beaucoup plus approfondies. Alors, la background structure, on n'y peut rien,
c'est absolument essentiel dans la mécanique newtonienne. Mais évidemment, philosophiquement, on peut approfondir cette donnée de façon considérable. On peut le faire philosophiquement, comme je l'ai dit. On peut le faire au niveau d'une théorie cognitive de la connaissance, même neurocognitive de la connaissance. Mais j'aimerais aussi dire qu'une bonne partie des progrès de la physique a consisté justement à creuser, approfondir et même essentiellement éliminer la notion de background structure. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que la relativité générale a presque pour définition le fait qu'on n'a plus de background structure. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Une background structure, si vous voulez la définir techniquement, c'est dans un formalisme lagrangien ce que vous ne faites pas varier. Alors, vous optimisez tout le reste, mais pas la background structure. Et on sait bien que la relativité générale, confère ce que Hilbert a fait, enfin, la fonctionnelle de Hilbert-Einstein, consiste à considérer que la métrique est un champ physique. La métrique de l'espace est un champ physique. Et donc, c'est quelque chose que vous faites varier dans le lagrangien. Bon, je n'ose pas parler, si Alain Kohn est toujours là, je n'ose pas parler devant lui de ce genre de problème. Mais c'est évidemment un problème considérable. Le dépassement de la background structure classique dans la physique contemporaine. Et je pense que si j'ai bien compris certains cours d'Alain Kohn, il s'agit d'aller même au-delà de la relativité générale, mettre ça en relation avec la mécanique quantique, et c'est du côté de la géométrie non qualitative qu'on va commencer à avoir une compréhension de cet approfondissement. Mais ce que je tiens à souligner contre toutes les critiques que l'on fait contre Kant, c'est que pour la mécanique newtonienne, c'est difficile d'imaginer un livre de philosophie de la physique supérieur à celui de Kant. Ce qu'il arrive à mettre en place métaphysiquement, comme premier principe métaphysique, est absolument, selon moi, vertigineux et d'une très grande actualité, et on peut suivre ça dans l'histoire de la physique, mais je répète aussi du côté d'une théorie neurocognitive de la cognition, etc. etc. Je m'excuse, j'ai été un peu long pour la réponse. Tu veux rebondir, Fausto? Oui, merci beaucoup. Mais en fait, le problème, c'est toujours renversé sur la positivité des changements locaux de la background structure. Le problème, si on pose, ou si l'on se pose au sein d'une philosophie transcendantale, et c'est que justement, Kant, il avait très bien remarqué, c'est qu'il a une sorte de dimension prélogique, antéprédicative de la spatialité comme telle, qui ne vient pas de sa régionalisation et qui relève d'un moment d'auto-affection du sujet. Oui, pardon. C'est vrai, je n'ai pas parlé de la fameuse note du paragraphe 26 de la déduction transcendantale, que je cite constamment, et le passage des formes de l'intuition à l'intuition formelle, bon, c'est un des passages les plus compliqués, enfin, chez Kant, c'est-à-dire où il passe des intuitions pures qui sont très géométriques, à une espèce de géométrisation primitive des intuitions pures. Enfin, c'est une des choses les plus compliquées à comprendre chez Kant. Vous avez tout à fait raison. Moi, je voudrais rebondir, si c'est possible, justement sur cette question de l'intuition pure de l'espace, parce que je me suis demandé, en vous écoutant, si il n'y avait pas toujours dans la conception que vous défendez un postulat ou un postulat d'une forme ou d'une autre de continuité, au moins latente à chaque fois, parce que si
on se met à avoir une conception de la spatialité dans laquelle même l'individuation, même pas d'objet, mais de forme devient impossible, dans laquelle la spatialité est purement clignotante, toutes ces questions d'émergence par extraction de forme deviennent plus compliquées. Et c'est vraiment la question que je me suis posée. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un postulat qu'on est obligé de faire sur l'intuition pure de l'espace? Qu'il est au moins possible d'en Non, mais absolument, absolument. Là, ce que j'ai présenté, c'est ce qui se passe au niveau du texte de Kant. Il ne s'agit pas du tout de s'arrêter là. Comme vous savez, je défends farouchement l'idée qu'on peut prolonger la pensée transcendantale très très loin, et jusqu'à l'époque contemporaine, hein, et que le transcendantalisme, c'est pas quelque chose de purement kantien et quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire comment une logique générale de connaissance peut s'articuler aux structures spécifiques de domaines d'objets. Et dès que on mathématise les domaines d'objets, on voit apparaître des problèmes comme ceux dont j'ai parlé. Mais il y a une foule de problèmes de cet ordre. Parce que, si je peux me Alors, permettre, on peut aller beaucoup plus loin. En ce qui concerne, c'est évident que l'espace comme background structure, l'espace comme intuition pure, l'espace même comme intuition formelle, que tout ça, c'est, comment dire, complètement obsolète. Hein. On ne peut absolument plus aujourd'hui penser l'espace de cette façon-là. Hein. Mais pour la mécanique newtonienne, c'est tout bien. non, mais si je peux me permettre, c'était aussi, attendez, j'essaie de remettre ma caméra, bon, qui ne marche pas. C'était aussi par rapport à toute la réflexion sur Husserl et sur expérience et jugement. Ah, d'accord, oui. Bon, il y a dans ce que vous avez dit, d'une certaine manière, il s'agit de concrétiser ce qu'a dit Husserl en regardant, quitte à le feuilleter d'ailleurs, toutes ces formes qu'on ne va plus appeler antéprédicatives, mais qui permettent de rendre commensurables, sans doute à plusieurs niveaux, les structures perceptives et les structures réceptives et la possibilité du jugement. Mais ce que je me suis vraiment demandé, c'était si toute cette enquête n'était pas subordonnée à un certain usage, malgré tout, de la perception, peut-être même au niveau des... Alors, je ne sais pas quelles sont les tâches ensuite au niveau vraiment cognitif qui servent à étayer vraiment sur des données ces différents modèles, et si ce n'était pas subordonné à malgré tout, un usage toujours déjà objectivant de la perception. S'il n'y a pas, dans notre attitude perceptive ou dans notre attitude sensible plus générale, énormément de moments qui sont beaucoup plus flottants et dans lesquels il y a à la fois une réalité autour de nous qui s'impose, mais en même temps qui clignote beaucoup plus, dans lesquels les questions d'individuation sont beaucoup plus difficiles et donc les schémas ne sont pas nécessairement les mêmes. C'était vraiment ma question. Enfin. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est comment on aborde tous ces en-deçà. Oui. Quand on régresse de façon fondationnelle, hein, on a toujours tendance à dire oui, mais dessous, il va y avoir des structures supplémentaires. Alors, on peut le faire philosophiquement. Je vous avais répondu en partie à cette question là, dans un message récemment. Vous me parlez de Merleau-Ponty. On peut le faire en disant il y a quelque chose de moins constitué, il y a quelque chose d'un peu sauvage, il y a quelque chose de pré-judicatif, de pré-judicatif, enfin bon, et on descend dans les conditions de possibilité et les présupposés, mais comment en parler? Alors, comme je vous disais, moi je reste quand même philosophe du côté de la philosophie des sciences, je reste autant que faire se peut scientifique, et donc pour moi, ces niveaux sous-jacents, on peut commencer à en parler vraiment lorsqu'on commence à avoir des données. Alors par exemple, vous prenez la physique, mon Dieu, dans la physique contemporaine, hein, vous avez énormément de choses sur le fait qu'il n'y a sans doute pas de continuité primitive de l'espace ou des choses comme ça. Vous avez des progrès absolument merveilleux de ce côté-là. Bon.
Mais on peut en dire quelque chose. On ne se borne pas à dire « Ah oui, mais sous le continu, il devrait y avoir quelque chose, donc on ne peut rien dire. » On commence à en dire quelque chose, à émettre des hypothèses à la fois formalisées et contrôlables. Du côté de l'espace perceptif, on a de plus en plus de données sur les architectures fonctionnelles neuronales qui permettent de construire cet espace externe tridimensionnel, qui n'est évidemment pas du tout donné. C'est une construction à partir de dynamiques neuronales extrêmement compliquées. Où est l'espace dans un neurone? Ça n'a aucun sens. Donc l'espace est une construction très compliquée faite par des réseaux de neurones qui ont des architectures fonctionnelles extrêmement précises et qui échangent entre eux des potentiels d'action. C'est essentiellement les phénomènes de synchronisation temporelle entre ces flux de potentiels d'action qui, à un certain moment, arrivent à produire la conscience de l'espace. Et ça, on commence à en dire quelque chose. Mais vous voyez, peut-être que notre différence, c'est que j'ai du mal à qualifier métaphysiquement ces en-deçà s'il n'y a pas des corrélations scientifiques quelque part. Hein. Parce que pour moi, ça me rappelle un peu trop l'en-soi kantien. Par définition, ben justement, il est hors connaissance. Donc, comment qualifier, c'est ce que je vous répondais, quelque chose qui est avant le logos, comment on peut le qualifier? Puisque toute qualification, c'est déjà le logos, par définition. Donc, quelque chose qui est hors logos, je ne veux pas faire comme Wittgenstein, ce dont on peut parler, il faut le faire, mais il y a quelque chose un peu comme ça. On ne peut pas le qualifier. Vous voyez? Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est vrai qu'il y a une tentation un peu schellingienne dans la question que je pose, mais oui, c'est ça. Ces considérations, finalement, ont des conséquences aussi sur les postulats métaphysiques qu'on admet, même de manière régulative dans l'usage de la science et dans un certain nombre de choses, ne serait-ce par exemple que la manière de conceptualiser quelque chose comme évidence perceptive ou non, quel est le crédit qu'on va donner, à ce type d'évidence, quel est le type de légitimation qu'on admet. Donc finalement, il y a aussi le fait qu'on se réfère à ces choses-là ont vraiment des conséquences sur la manière dont on régionalise ensuite, il me semble. Puis j'aurais peut-être, mais là, ça serait sans doute plus le champ de Pierre, mais peut-être même sur les modes de schématisation, parce que, alors là, je m'aventure complètement hors de mon domaine, mais est-ce qu'il m'a semblé comprendre dans la manière dont vous concevez même la schématisation mathématique, dont vous concevez derrière la générativité mathématique elle-même, vous référez à un modèle qui est dialectique, qui est de Lotmanien, où il y a vraiment une générativité interne des mathématiques, et c'est par là, parce que les mathématiques schématisent presque intrinsèquement des concepts qui répondent d'une certaine manière à des grandes problématiques philosophiques, c'est ça qui leur donne aussi cette grande question objectivante. Mais il me semble, quand j'entends Pierre parler, il a une conception ne serait-ce que de la créativité mathématique et de la création mathématique qui est beaucoup plus proliférante, où l'objet mathématique a lui-même quelque chose de plus sauvage, où il s'inscrit moins dans un paysage comme ça de développement dialectique. Je sais que ma question est mal formulée parce que je me suis aventuré très très loin de mon champ, mais j'ai un peu honte d'avoir été cité comme ça parce que, bon, pourquoi me citer moi? Mais ce que j'aurais peut-être pu dire, et puis j'aurais bien aimé que Alain Cohn peut-être fasse une remarque, c'est que, disons qu'on pourrait peut-être faire des expériences de pensée, par contre, sur simplement les mathématiques qui existent, sur les notions d'espace qui existent. Alors, pour citer des noms qui, évidemment, sont évidentes pour les mathématiciens et ne le sont sans doute pas pour les autres, l'espace, selon Thurston, selon Cohn, selon Grothendieck, et celui que je connais un peu mieux, c'est-à-dire selon peut-être Drinfeld, sont très, très différents. Donc, ça devrait permettre, en quelque sorte, de faire des expériences de pensée.
Moi, j'avais cité le calcul différentiel et intégral, par exemple, qui est quelque chose d'assez fascinant parce que André Weil, dans un texte qui est très connu, parce qu'il est très connu, il est presque devenu tarte à la crème, il explique qu'il y a des choses qui sont, c'est le texte sur la pierre de Rosette, où il y a comment dire, des mathématiques qui sont encore dans la brume, ou des entités qui sont dans la brume, et là il parle, alors évidemment Alain Cohn étant là, il parle aussi de la conjecture de Riemann, il parle de la théorie de Galois pour les corps de nombre, et puis il dit on a une pierre de Rosette, et puis alors il dit ce qui n'est pas dans la brume n'est pas intéressant, et il cite le calcul différentiel et intégral, et là je me permets de différer parce que le calcul différentiel et intégral, et ben, à peu près au même moment où il écrit ce texte, Grothendieck invente la cohomologie cristalline, et comme le dit très bien Luc Illusi, on ne peut pas inventer la cohomologie cristalline si on n'a pas une idée très curieuse et très étonnante de ce que peut-être le calcul différentiel et intégral. Autrement dit, il y a, en fait, dans les mathématiques, si on était provocant, on pourrait presque dire que le mot espace a fini par devenir presque insignifiant. Sauf que ça ne peut pas être tout à fait insignifiant. C'est-à-dire que si on prend l'espace pour Drinfeld, il y a quand même, et Manin pour l'école russe, disons, sur les groupes, entre guillemets, les groupes quantiques, qu'est-ce que c'est que l'espace ? Donc, et celui de Thurston est évidemment complètement différent, celui d'Alain Cohn est complètement différent, et encore une fois, celui de René Thom est complètement différent. Donc, en un sens, même le mot espace a fini par être, bon, j'ose pas dire insignifiant, mais être incompréhensible pour les mathématiciens. Comment peut-il se faire que chez Drinfeld, il y a quand même, on parle même on peut même, il y a quand même le mot espace, puis en géométrie non commutative, il y a le mot espace. Mais on ne sait pas si c'est le même que celui de Grothendieck, des topos, et encore moins des feuilletages selon Thurston. Donc, on peut faire en quelque sorte des expériences de pensée qui ne sont pas du tout appuyées sur le vide, puisque ce sont des théories qui existent, mais qui ont l'air de dire que l'espace est incroyablement versatile. À tel point versatile qu'on finit par se demander qu'est-ce que c'est l'espace, voilà, de quoi est-il rempli, de quoi est-il fait, existe-t-il même simplement. Voilà, c'est juste, c'est pas très, on va me dire que c'est brouillon d'ailleurs, mais peut-être Alain Cohn pourrait dire quelque chose, et Jean peut-être tu pourrais dire quelque chose, mais enfin moi ça me frappe cette idée qu'on peut quand même dire des choses avec ce qu'on pourrait appeler des expériences de pensée sur des théories qui en fait existent, donc qui sont on ne peut plus scientifiques. D'accord. Oui, simplement, je ne veux pas éterniser la discussion, mais simplement, cette discussion va me permettre vraiment d'orienter mon exposé de telle sorte qu'il essaye de répondre à ces questions. Ah ben, c'est formidable. En particulier. Voilà. D'accord. Très bien. Excellent. Bon, ben, Jean, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, le fait que le terme espace soit devenu incroyablement polysémique, ça n'est pas très gênant. Il faut à chaque fois, et dans chaque contexte, regarder ce qu'il dénote. Et ce que moi je te répondrais, c'est à la question sur Lockman, à l'évocation de Lockman, c'est que c'est vrai que je considère qu'il y a énormément de philosophie implicite dans la créativité mathématique. Philosophie implicite dont pratiquement jamais personne ne parle. De temps en temps, il y a un mathématicien comme Alain, par exemple, qui en parle, mais pas beaucoup de mathématiciens en parlent. Bien sûr. Le texte d'André Weil-Althusser dont il parlait est un cas assez rare. Oui, et à mon avis insuffisant quand même. Et les philosophes n'ont aucun moyen d'en parler. Non. Et c'est vrai, j'admire beaucoup Schlottmann, c'est que simplement parce que il était à l'école normale avec Chevalet, avec enfin, le groupe Bourbaki naissant,
il a essayé de réfléchir philosophiquement à des choses mathématiquement vraiment non triviales. Non, Oui. de classe ou que sais-je, enfin bon. Et ça, c'est un débat que j'ai constamment avec mes collègues de philosophie des sciences, qui me disent, mais non, la philosophie des sciences, la philosophie des mathématiques, par exemple, tu dois pouvoir développer sur des exemples totalement triviaux. Et si tu vas chercher la philosophie dans la cosmologie cristalline, c'est pas de la philosophie. Ah, il y a effectivement deux conceptions des choses. Yvan Drey ne dit pas qu'il y a de la philosophie des maths, mais il dit qu'il y a des philosophèmes dans les mathématiques. Bon. Et c'est vrai qu'il y a une richesse conceptuelle absolument admirable. Et j'aime bien les quelques philosophes qui ont essayé d'attaquer ce type de problème. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors je trouve que, bon, on ira Kant, parce que Kant fait sur Newton, c'est assez exemplaire. Certaines choses de Husserl, sur les maths, par exemple, tout ce qu'il dit que j'évoquais en passant dans Choses d'espace, c'est vraiment tout à fait étonnant. Enfin, il y a des choses du genre qu'est-ce que c'est la dimension de l'espace à un niveau purement continu? C'est essentiellement, on stratifie l'espace et on regarde, on prend des bords de bords, de bords, de bords, et on peut y itérer un certain nombre de fois, et quand on arrive à un point, ça définit la dimension de l'espace. Tu vois, cette notion dont je parlais tout à l'heure, on a des recouvrements, on prend le filtre des recouvrements, on arrive à un point à la limite, etc., etc. Tu vois. Donc, il y a des philosophes qui sont allés assez loin dans ce type de développement et qui, je trouve, sont des mathématiciens éminents. Bon, donc si Alain ne veut pas ajouter quelque chose, je dis juste que... Oui, voilà, donc je dis juste que dans 2 semaines, le format est un tout petit peu différent. Pierre, attends avant de couper. Moi, j'avais encore... Pardon. J'ai l'impression... Pierre, tu es là? Oui, non, il y a un problème de micro, simplement. Pierre, je voulais me permettre de rebondir encore une fois, mais vraiment pour poser une question, alors, qui va vraiment... En plus, c'est assez intimidant de la poser à vous trois, mais que je vais en plus devoir poser très métaphoriquement, parce que je suis... Mais est-ce que... quand vous parliez des contenus philosophiques latents dans les mathématiques, est-ce que c'est dans cet ordre-là, c'est-à-dire c'est des contenus philosophiques qui vont être déployés mathématiquement, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière dont les mathématiques échappent, d'une certaine manière, la philosophie esquisse des choses, mais ensuite les mathématiques échappent totalement à la capacité dialectique philosophique, justement parce que la réalité dans la pensée, c'est presque la spatialité interne de la pensée qui échappe à sa préinscription naïve philosophique. Et donc, ça échappe à la compréhension philosophique parce que c'est... Oui, d'accord. Dans les débats que j'avais eus avec des collègues, avec Bernard Espagnat sur la philosophie de la mécanique quantique, donc Espagnat était très très conscient, il adorait les premiers principes métaphysiques, mais il disait ce qui est quand même remarquable dans la mécanique quantique, c'est que c'est la théorie physique elle-même qui démontre, dans une certaine mesure, son statut. Vous avez de nouveau... Oui, je ne sais pas ce qui se passe. La problématique philosophique, voire métaphysique de la théorie, les problèmes philosophiques peuvent être lus dans le formalisme. Il n'y a plus de son, là. Bon, je crois qu'on va peut-être arrêter pour des questions aussi techniques, là. Et puis on reprendra. Mais merci, Jean. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas du tout ce qui arrive avec ton micro, mais il y a un problème. Mais en tout cas, merci. C'est à chaque fois que ton micro et Pierre est branché. Non. Oui. Écoutez, je ne sais pas. Hein. Là, on vous entend de nouveau. Donc, il y a une incompatibilité avec le micro de Pierre. Voilà. En tout cas, donc, merci beaucoup. Merci.
Je m'écroule juste le temps de te remercier et puis de vous dire à tous que merci d'être venus. Et puis, donc, à dans 15 jours. Merci beaucoup, Jean. D'accord, au revoir. Merci beaucoup. Merci.